Voilà, 10h18 sur Guyane, la première. On va voir à quel point est-ce que nous sommes formatés, comment est-ce que nous nous sommes laissés effectivement, j'ai envie de dire arranger. C'est pas de notre faute aussi. Faut toujours avoir cette bienveillance et cet amour de soi en faisant avec ce qu'on a reçu et surtout en découvrant différentes façons aujourd'hui de vivre et de se dire. Bonjour Sadio Zerman. Bonjour Yasmina et bonjour à tout le monde. Ah, j'ai échappé au Elévic. Oui, ça va venir pendant la séance, pendant l'émission. Alors, Sadji, merci d'être avec nous. Vous êtes coach de vie. Et toujours, ça n'a pas changé. Vous nous invitez aujourd'hui à agir avant de penser, ma foi. Oui, agir avant de penser parce que c'est la clé, ou c'est une des clés qui permet de se libérer des schémas qui sont limitants dans notre vie. Disons que je suis quelqu'un de timide. Oui. Et je vais toujours réfléchir avant de passer à l'acte. Et c'est ça qui va me rendre encore plus timide. Et donc, à travers cette optique, cette thérapie cognitive comportementale, on va plutôt se focaliser sur l'objectif. Qu'est-ce que je veux? Par exemple, me sentir à l'aise et être sociable. À ce moment-là, je vais agir comme si c'est comme si je vais me donner un rôle. Et donc, je suis dans le scénario de ma vie et jusqu'à là, je joue le rôle de je suis timide ou je me sens nulle. Donc, mon scénario, il est bien ancré dans ma tête. C'est comme ça que les pensées, les croyances sont. Je les connais par cœur. Donc, c'est pas ce rôle-là que je vais jouer. J'ai envie de jouer un autre rôle parce que j'ai envie de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer du monde. À ce moment-là, je vais agir comme quelqu'un qui a le rôle de quelqu'un de sociable déjà, de quelqu'un qui se sent capable, qui se sent à l'aise. Donc, je vais faire semblant. Fake it until you make it. Il y a une expression en anglais, c'est que tu fais semblant jusqu'à ce que tu deviennes ça pour de vrai. Et il y a tellement d'exemples dans ma propre vie où j'ai fait semblant avant que ça se réalise pour de vrai, que c'est quand même quelque chose de puissant. Et donc, du coup, si je veux, par exemple, modifier un trait dans ma personnalité, dans mon caractère, je vais identifier des personnes qui font déjà ces rôles-là. Parce que tout est un rôle. Personne n'est né avec une façon d'être. Même les théories de personnalité, ça se construit socialement. Personne n'est né avec une génétique, je suis numéro 7 épicurien avec le néogramme. Je suis né avec ça. Non. Tout à fait un contexte. Il y a un contexte qui m'a modélé comme si je suis une pâte. Et j'étais modélée par mon contexte et j'étais aussi en interaction avec ce contexte. J'étais dynamique, donc je ne suis pas la pâte morte. Je suis en train d'interagir avec mon contexte. Donc, je deviens quelque chose. À la fin, si je suis contente avec mon produit, je vais garder ce trait-là. Et si je suis mécontente avec un trait, par exemple la timidité, par exemple garder tout, ne pas savoir s'affirmer, avoir peur des autres, avoir peur de l'échec, avoir peur de réussir, ça c'est des conceptions et des traits qu'on peut changer si on trouve que ça nous gêne. Donc ça veut dire qu'on va aller prendre des exemples à l'extérieur. Donc il y a plusieurs façons de faire. Je peux regarder à disons, mon environnement tout proche, une copine, quelqu'un qui m'entoure, qui reflète les traits désirés par moi. À ce moment-là, je vais rentrer dans une mode de mimisme. Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit en français? Oui, on va mimer, oui. Mimer, c'est incroyable, non? Oui. Incroyable comme j'invente des mots qui sont vrais pour de vrai. Non, mais c'est très bien. Non, mais ça, c'est les racines latines, en fait, dans l'espagnol que je parle. Alors, je vais simplement dupliquer ce que je vois chez l'autre. Ça, c'est la base aussi de la PNL, la programmation neurolinguistique. Il y a Tony Robbins, sa philosophie, c'est vraiment beaucoup dans la duplication. Il y a quelque chose qui fonctionne déjà, je vais dupliquer ça. Je peux l'appeler dupliquer, je peux appeler ça modeler, je vais appeler ça du mimisme. Je vais tout simplement me focaliser sur l'objectif. Je vois que quelqu'un est sociable, comment elle agit. Dès qu'elle arrive dans une fête, elle dit bonjour. Je vais faire pareil. Bonjour, et je ne vais pas écouter ce que mes pensées me disent. Non, mais les gens vont te croire nul. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non. Tu laisses ça à côté parce que tu as déjà un scénario ancré en toi, imprimé, qui ne te sert plus, qui te donne un résultat non désiré. C'est pareil pour les personnes qui manquent de confiance, pas seulement en eux, mais aux autres.
ces personnes-là ont besoin d'agir comme s'ils faisaient déjà confiance et raconter des secrets, en fait, c'est livrer. Et en faisant ça souvent, l'inconscient et les conscients vont s'imprégner de cette nouvelle façon d'être, donc l'action, l'attitude, et ça va s'intégrer dans le cerveau. Et en faisant ça, la personne pourra devenir ce qu'elle veut, petit à petit, en regardant encore et encore qu'est-ce qu'il y a. Au niveau des exemples, il y a aussi des modèles majeurs dans la société. Par exemple, je pense énormément à ce que Martin Luther King a fait, à ce que le Dalai Lama a fait, à ce que Gandhi a fait, à ce que Mandela a fait. Les inspirants. On va chercher des personnes qui nous inspirent comme ça. Voilà, Michelle Obama, Barack Obama. À chaque fois que je vais faire quelque chose de grand, je pense à eux et je pense à leur énergie et je me dis comment ils agissent dans cette situation-là. Je vais faire pareil. Peut-être que je n'ai pas les pensées qu'ils ont eues, mais je vais agir pareil. Et en faisant ça, il y a des ressources intérieures parce que tout est en magasin. Il y a des ressources intérieures qui se réveillent et qui vont être en corrélation, en cohérence, alignés à ces comportements que je veux intégrer de façon automatique. Au début, c'est mécanique. C'est vraiment, je suis en train de faire semblant. Et après, ça devient, c'est naturel. Je me sens naturellement extrovertie, et naturellement sociable, naturellement inspirante. Je me trouve naturellement comme ça et comme ça. Mais ça, on est des bêtes domestiquées. Si je veux devenir une bête, un animal, un être humain qui ressemble à mes valeurs, ma vision que j'ai de la vie et de moi-même, je vais devenir ça. Devient le changement que tu veux voir dans ton monde. Alors justement, dans notre monde occidental, on est plutôt axé sur réfléchir d'abord et agir après. Et donc là, il va falloir faire sauter tout ce qu'on a reçu, parce que ça revêt quand même, ça dit, des traits de sagesse. Mais c'est pas tout ce qu'on a reçu. Tout changement, ça commence par des petits morceaux chaque jour. Et toute une année, il n'est pas donné à nous dans une seule journée. Et ça serait dommage. Et c'est pour ça que même le développement personnel, il est pareil. Chaque jour a son trait à développer. Et même, je peux prendre tout un mois, toute une année pour développer un trait. Moi, j'étais à la base super timide. Ça m'a pris des années pour devenir quelqu'un de sociable et confiante. Mais je m'en fiche de combien de temps ça m'a pris. Je le suis déjà. Je suis devenue ce que j'ai voulu être socialement. C'est un exemple ou c'est réel? C'est un vrai exemple réel. C'est un exemple vécu. Vous étiez timide. Tellement, j'avais parlé de ça dans d'autres émissions. J'avais la phobie sociale, où je ne pouvais pas même être à l'aise avec ma mère, ni mon père, personne. Du moment qu'il avait, je pense que même mon ombre, j'avais peur. Et donc, j'ai appris ça dans un séminaire, même avant de faire mes études en gros. Dans un séminaire, ils ont dit « Alors, qu'est-ce que vous aimeriez, madame ?» J'ai dit « J'aimerais me sentir extraordinaire. » Mais évidemment qu'à ce moment-là, je me sentais un cafard. Et ils disaient « Bon, allez, vous allez dire à tout le monde présent dans cette salle que vous êtes extraordinaire. » Et j'ai dit « Mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. » Et il a dit « Pour l'instant, c'est un mensonge parce que ce n'est pas une pensée que vous croyez. Mais à force de le dire minimum 50 fois ce matin et tous les jours pendant 21 jours, tous les jours, minimum 21 fois par jour, vous allez voir qu'un jour, vous allez vous réveiller et vous allez croire que vous êtes extraordinaire. » Et c'est vrai, et ça a marché. Et donc après, toutes les programmations que tu te fais à toi, tu les donnes aux autres. Parce que pour moi, chaque personne est extraordinaire aussi. Ce n'est pas quelque chose qui reste en toi, qui reste cloisonné. Tout ce que tu te donnes à toi, toute la liberté que tu te donnes, tu es en train de la donner aux autres. Penser et agir sont pourtant deux mondes différents, deux verbes qu'on pourrait même penser complètement opposés. Qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qu'il y a entre? C'est le rejet? C'est encore les 5 blessures émotionnelles de l'enfance? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être extraverti, mais on va se dire mais non, ils vont penser ci, ils vont me juger. Qu'est-ce qui va nous empêcher? Après, qu'est-ce qui va nous empêcher? Bon, déjà, l'humain, il a une envie profonde de se sentir validé et validé. Donc, un enfant qui se dit, si je suis extroverti, je serai validé.
il va devenir super extroverti. Mais de la même manière qu'un enfant, dans le même contexte, se dit, si je reste dans mon coin, je vais être validé d'une façon où je ne vais pas chercher des problèmes. Tout est dans la signification. Et ça, c'est un mot très clé dans la thérapie comportementale et cognitive. C'est le sens, c'est la signification que tu donnes aux événements. Un enfant qui tombe en face de ses camarades, il va se dire, à partir de maintenant, c'est la signification. S'il se dit, oh non, je suis nul, ils vont jamais vouloir jouer avec moi, je suis un clown. Il est tombé. Le deuxième enfant qui tombe, il va se dire, ah, c'était tellement rigolo, j'ai pris des risques, je vais faire ça encore de plus en plus. Donc, c'est la signification. Il n'y a pas de phénomène, d'expérience vécue en lui-même qui viennent avec une signification. Il y a des expériences de vie qui sont douloureuses en elles-mêmes, par exemple le décès, la perte des personnes. Ça, c'est vrai. Mais le reste des choses, c'est la peur imaginaire, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être validé, approuvé. Mais c'est la signification qui va déterminer comment je me comporte. Il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter ou qui sont super envahissantes. Parce que pour eux, la signification qu'ils donnent à cette façon d'être, c'est quand je suis trop présent dans la vie des gens, ils ne vont pas m'oublier, ou c'est comme ça que je vais participer, contribuer dans leur vie. Quand on est actif. Donc, c'est la signification que tu donnes à ta pensée qui va te faire les garder ou pas. Alors, il suffit, ça dit, d'avoir des objectifs à atteindre. On va lister un petit peu ce qu'on voudrait améliorer, les sphères qu'on voudrait améliorer chez soi, et puis se fixer des objectifs. Et pas de temps, on a dit, hein, pas de temps. L'essentiel, c'est d'atteindre ce qu'on a envie d'être. Déjà, dans les mécanismes de la transformation de sa pensée, c'est 21, le numéro clé. Mais ces 21, il peut se multiplier énormément de fois. C'est-à-dire que ça prend minimum 21 jours. Mais il ne faut pas se dire non plus, au bout de 21 jours, ça y est, c'est bon. On continue toujours. Ça m'a pris des années de passer de la timidité à quelqu'un qui se sent à l'aise socialement. Ça m'a pris des années. Mais les premiers jours que j'ai décidé de devenir quelqu'un plus sociable, je l'étais déjà. Ça prend des années dans l'absolu, mais dès la première journée que tu prends une décision, disons, d'oser plus, d'être plus confiant, à partir de ce moment-là, tu vas déjà être bénéficiaire de ce que tu veux, même si ce n'est pas acquis 100%. Et donc, c'est commencer qui est important, c'est identifier. Dans les sphères déjà avec soi, il y a énormément de choses à modifier pour améliorer sa qualité de vie. Il y a tout ce qui est les comportements autodestructeurs. Par exemple, fumer, ou boire, ou se isoler, ou se mutiler, ou c'est faire des choses, trop manger, ça c'est abuser physiquement et à travers des substances. Faire ça dans l'excès, je ne suis pas contre rien, mais faire peu importe la chose dans l'excès, c'est une forme d'autodestruction. Donc, ces comportements-là autodestructeurs, c'est ça qu'on a besoin de commencer à cibler pour les améliorer. Tout comportement, il y a toujours une racine de base que c'est une pensée erronée négative, limitant. Donc, une fois que j'identifie ces pensées-là, je vais pouvoir aller vers la libération. Prenons le cas de quelqu'un qui fume. Il se dit, il est stressé, il est anxieux, angoissé. Donc, c'est sa solution temporaire, je fume. Ça me soulage temporairement dans la signification que je donne à ces comportements. C'est bénéfique, c'est pour ça que je le fais. Je suis anxieux, je cherche une solution. Je fume. D'accord. Maintenant, mais pourquoi je suis anxieux? Je sais que j'ai cherché une solution, mais maintenant je vais peut-être aller plus loin. Pourquoi je me sens anxieux? Ah, avant de parler à quelqu'un, je me sens anxieuse. Ou avant d'aller dans un entretien d'embauche. Ou avant de rentrer à la maison. Ou avant d'aller au travail. Qu'est-ce qui me fait que je me mets dans cet état-là? Qu'est-ce que je me dis? Par exemple, si c'est avant d'aller au travail, j'ai peur de mes collègues, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ma supérieure, de mon supérieur. Ah, ben pourquoi j'ai peur? Et donc, ça démarre toute une introspection. Et c'est ça le développement personnel. C'est de se travailler, c'est de mieux se connaître. Parce que ma solution de fumer, elle va me soulager temporairement, mais elle n'est pas en train de déraciner mon mal-être. L'anxiété
Voilà, l'anxiété, de où ça vient. Et une fois que je me auto-questionne, je vais pouvoir me dire, ah, mais finalement, c'est que je ne me sens pas en sécurité. Je sens que les autres me jugent tout le temps. Ah, mais je vais travailler ça. Apprendre à écouter, bien sûr, ce que l'autre a à dire sur moi, mais savoir que c'est moi l'autorité. C'est moi la voix la plus importante dans ma vie parce que c'est ma vie. Et là, il y a de nouvelles croyances qui s'installent. Mon pouvoir, je vais le garder en moi, je ne vais pas donner aux autres. À chaque fois que je me mets dans un état d'anxiété ou dans un état de colère, je suis en train de céder mon pouvoir. Non, je suis beaucoup plus important que ça. Je vais garder mon pouvoir. Personne est plus important que moi. Et donc, en fait, c'est ça la façon dans laquelle on se parle, parce qu'on se parle tout le temps. Et donc, qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je fais en ce moment pour soulager temporairement cet état, mais qu'est-ce que je peux faire pour de vrai? Et c'est bon, rentrer à la racine. Et s'il y a des personnes qui écoutent en ce moment et qui aimeraient, par exemple, nous donner un état dans lequel ils se trouvent, peut-être on peut faire ça là. Voilà, ils vont nous appeler au 31 90 00, un exemple qui pourrait en servir à, bien sûr, comme d'habitude, plusieurs. Sadji, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, lorsqu'on va effectivement aller chercher autour de nous des personnes inspirantes. Est-ce que cela sous-entend que rien n'est naturel au final, rien n'est inné en nous? Ce qui est inné, c'est que nous avons une mémoire cellulaire, génétique, et qu'il y a des milliers d'informations et selon le contexte social, il y a des choses qui vont s'activer plus que d'autres. Et donc, en vrai, rien n'est naturel. Il y a toujours quelque chose qui est en train d'activer ces mémoires cellulaires en nous. J'ai en moi la mémoire cellulaire de quelqu'un qui était tranquille dans les champs, en harmonie avec la nature, mais j'ai aussi en moi la mémoire des personnes qui ont dû émigrer pour une amélioration dans l'anxiété du voyage et l'incertitude de l'avenir. Donc, toutes ces informations sont en moi parce que je les ai héritées de mon père et ma mère. Mais, selon mon contexte social, à quoi je vais donner plus mon attention et selon les significations que je donne aux choses, je vais devenir soit quelqu'un qui est dans l'anxiété, dans l'insécurité, ou quelqu'un qui est dans l'exploration, toujours en train de grandir. Donc, d'accord. Rien n'est vraiment naturel. Eh ben oui, je vois ça, effectivement. Donc, c'est une question de cellules, de ce qu'on a reçu, d'empreintes. Oui, ça peut être biologiquement la génétique, tout simplement mécaniquement, mais à titre énergétique, c'est beaucoup plus profond. C'est l'état émotionnel dans lequel ma mère s'est trouvée pendant la conception. C'est l'état émotionnel, mental de mon père. C'est aussi leur vision de la vie à ce moment-là. Tout ça, c'est rentré dans cet œuf qui a été fertilisé. Tout ça. Et tout ce que et si j'ai donné la vie déjà à d'autres êtres, c'est-à-dire si j'ai eu des enfants, mon état dans lequel j'étais, même celle qui précédait la conception, mon état de grossesse, tout ça, c'est dans mes enfants. Et il y a des choses qui vont se révéler selon les conditions de vie qu'ils ont. Alors, il est 10h36, c'est bien, on vous attend sur la première. Si vous voulez effectivement nous nous présenter une pensée limitante, c'est ça, oui, ça dit, quelque chose qui, oui, selon vous, vous limite aujourd'hui dans l'épanouissement, dans une version un peu plus libre de ce que vous pouvez être. N'hésitez pas à nous appeler au 31 90 00. On revient dans quelques minutes. Rakaba, l'école de la vie.
Je veux chanter l'amour, les yeux vers les étoiles, ne plus compter les jours. Serre-moi dans tes bras, l'amour est si fort, tu sais. Oui, l'amour. Je veux chanter l'amour, les yeux vers les étoiles, ne plus compter les jours. Serre-moi dans tes bras, l'amour est si fort, tu sais. Oui, l'amour. Et si vous décidiez d'agir avant de penser, justement, c'est notre thème d'aujourd'hui, éliminer ainsi les pensées limitantes et apprendre à créer de nouvelles pensées, puisqu'on le dit tout le temps, on se parle tout le temps, toute la journée, on se parle, même en dormant, on se parle, on se raconte des histoires. Tout le temps. Et c'est On se très raconte important. des choses. Des Waouh. choses. Et si on était en train de se raconter que des choses positives, on serait vraiment dans des rêves formidables. Sauf qu'on se raconte souvent des choses très négatives pour nous faire peur. Et voilà comment on est dans la terreur, on est en train d'éviter des choses, dans l'évitement, la fuite et plein d'autres choses. Mais il se trouve que si je dis, bon, je vais agir avant de penser, il y a des gens qui sont en train d'écouter qui se disent, bon, c'est l'impulsion, je vais être impulsif alors. S'agit, elle dit que c'est bien d'être impulsif alors. Non. Cette expression-là, elle va seulement s'appliquer pour faire des choses bénéfiques. C'est pas, par exemple, que je sens l'impulsion de, disons, insulter quelqu'un ou manquer de respect. Ça, ce n'est pas à ce moment-là que je veux agir. Que je vais agir avant de penser. Non. Au contraire, je vais continuer à penser, à garder mon calme. Mais dans des situations et dans des domaines de ma vie que je vais transformer, c'est à ce moment-là que je vais agir, que je vais passer à l'action. Nike, ça dit « just do it ». Fais-le, fais-le. Ne pense pas trop, fais-le. Tu as envie d'un truc, vas-y, fonce. C'est pas tu as envie de taper, tape. Non, c'est pas ça. C'est jamais pour faire des choses négatives. C'est que du constructif. Donc, pour te construire toi, pour construire les autres. Si tu as l'inspiration, parce qu'à ce moment-là, c'est pas une impulsion, c'est une inspiration, si c'est positif. Si tu as l'inspiration de payer à quelqu'un son café ou son déjeuner parce qu'elle te précède, voilà, vas-y, fonce, fais-le. Ça, c'est des inspirations qui te viennent du divin, qui sont en train de te dire, tu as plus qu'assez, vas-y, donne. Si tu as l'inspiration de tout de suite prendre ton compagnon, ta compagnonne et lui faire un gros câlin et lui dire, tu sais quoi, je t'aime, je te kiffe, je t'adore, tu me rends dingue, vas-y, fais ça. Et peut-être que tu n'auras pas l'inspiration dans ta tête, parce que ta tête, elle n'est pas formatée à ça, mais tu vas peut-être regarder un film où il y a une fille ou un homme qui prend son amant avec Black Panther. Voilà, et avec beaucoup de passion, et donc du coup, tu vas faire pareil. Même si tu ne le ressens pas, tu vas faire pareil. Et donc, au fur et à mesure, tu vas te reformater pour être plus en cohérence avec les actions et les attitudes que tu aimerais vivre dans ta vie. Tout est basé, Sadji, on le disait tout à l'heure en antenne, sur la sécurité. Le besoin qu'on a de se sentir quand même en sécurité dans ce que l'on fait. Il y a des gens qui vont complètement négliger la sécurité et qui vont tout le temps, disons, varier. Ils vont être dans le deuxième besoin, que c'est le besoin de variété. On a les besoins de sécurité, mais on a aussi les besoins de variété. Et ces deux besoins qui sont en concurrence. Mais le but, ce n'est jamais de les mettre à se battre, mais de se harmoniser. Disons, la sécurité, c'est la stabilité. C'est mon besoin de savoir où je vais dormir ce soir, avec qui je vais dormir,
qu'est-ce que je pourrais peut-être faire à manger, c'est ça la sécurité, c'est pouvoir projeter un avenir certain. La variété, c'est de me dire, bon, on va programmer des vacances, on va aller dans un pays qu'on n'est jamais allé. On n'est pas sûr de ce qu'on va voir. On a des idées, mais on va y aller parce qu'on a envie de vivre la variété. Quelqu'un qui prend la variété trop au cœur, c'est par exemple l'homme ou la femme qui va trahir son couple. Elle se dit, ah non, j'en ai marre d'être avec la même femme, les mêmes hommes. Ah non, c'est ennuyant, c'est jamais amusant, il n'y a plus la passion. Quoi que je fasse, ça chauffe pas. Ah non, je vais chercher la voisine, je vais chercher ma collègue de travail. Ah mais voilà, j'ai du piment dans ma vie, j'ai de la variété. Ouais, c'est vrai que tu es en train de combler ton besoin de variété qui est très propre à nous dans notre condition humaine, mais d'une façon néfaste. Donc, selon tes croyances, si tu as des croyances qui sont erronées, négatives, autodestructives, tu vas finir par faire des choses qui vont combler ton besoin, mais de façon pourrie. Prenons le cas de la sécurité. Si tu es accro à la sécurité, c'est pareil que la variété. Tu es la personne qui va jamais quitter ton boulot, jamais quitter ta maison, jamais quitter ta ville, jamais mettre d'autres vêtements. Disons des gens qui vont toujours mettre que des robes et jamais des pantalons, ou toujours des pantalons, jamais des jupes, parce qu'ils sont dans la certitude que c'est comme ça qu'ils sont bien. Et donc, ils ne vont pas essayer d'autres choses. Aucun changement. Ils ne vont pas aller dans de nouveaux restaurants. Ils vont toujours aller au même. Voilà. Mais on a tous besoin de variété et de sécurité. Mais c'est de le faire d'une façon saine. Donc, besoin de variété, de sécurité, de variété, de se sentir important. L'importance, on va la chercher de façon positive ou négative selon mes croyances. À quel moment ça dit? Je vous arrête un petit moment. Est-ce qu'on va parler donc de rituels, lorsque les habitudes deviennent des rituels quelque part? Bon, quand les habitudes deviennent des rituels, c'est une notion de mot. Une habitude, c'est un rituel. Et un rituel, c'est une habitude. C'est la même chose. Mais la notion de rituel, c'est comme si je vais faire ça parce que je suis quelque part dans la superstition des choses. Une habitude, c'est je me brosse les dents tous les jours. Mais je ne suis pas en train de me brosser les dents pour empêcher les sorcières de venir m'attraper. Non. Par contre, je vais toucher du bois. À chaque fois que quelqu'un dit un truc qui me gêne, qui pourrait me porter. Je touche du bois. Mes enfants sont en bonne santé. Je touche du bois. Mon mari, il a été toujours un homme fidèle. Voilà, je touche du bois pour que ça reste pareil. Mais ça, c'est des habitudes. Si je suis dans la superstition, ça, c'est le côté rituel. Si je suis plutôt dans l'habitude, je me brosse les dents, je prends un café le matin, ça, c'est une habitude. Un rituel, une habitude, c'est pareil. Mais un rituel, il y a la notion superstition. Je veux empêcher un malheur de tomber sur moi. Et tout ça, c'est dans les croyances et la signification que je donne aux choses. Par exemple, quand je reçois du monde, il y a des gens, 90% qui vont jamais poser leur sac par terre. Ça veut dire que l'argent va partir. Ah non, mais parfois j'aime, contrarier cette croyance-là. Et je me dis, je vais tout de suite là, je vais la jeter par terre. Parce que la terre, elle est faite de quoi? Des terres. Et la terre donne des arbres. Et les arbres donnent du papier. Et les papiers donnent de l'argent. Donc, mon sac, elle est plus près des racines. Donc, plus près de la richesse. Voilà, je laisse... Ça mériterait de faire une émission entière sur les superstitions. On va faire ça parce que mon sac, il y en a pas mal. Jusqu'à 11h, là, je vais la laisser par terre. Parce que comme ça, elle sera plus près de l'argent. On a le vendredi 13 qui arrive en plus dans 15 jours. Oui, et c'est la signification que je donne aux choses. La signification. C'est incroyable. Hein? Et je me limite. C'est surtout ça derrière. Mais oui, parce que gardons tous les rituels et pour les manger habitudes. Avec un gros sac sur les jambes, par exemple, plutôt que de le poser... Oui. Ça dépend des sacs, hein. Moi, j'ai toujours des ça dépend du lieu aussi. Ça dépend du lieu. J'étais dans un resto à New York une fois et je vais aller payer. Mon sac, elle n'était plus là. Hein. Quelqu'un est parti avec et je me suis dit, j'étais dans un resto bien, avec des gens bien. Quelqu'un bien est parti avec mon sac et il était très bien. Voilà.
plus de téléphone, plus de sac, plus de clés pour rentrer à mon appart à 3 heures du matin. Et me voilà. Ah, ben voilà. Mais Un peu par de contre, la superstition de temps signification, en c'est quoi? Je pourrais donner une mauvaise signification à ça et me dire, je vais toujours garder mon sac avec moi, sur mes genoux, parce que les gens, même les gens sympas, peuvent voler ton sac. Ah non, j'ai pas fait ça. Hein. À chaque fois que je vais dans un restaurant, elle est où je la mets toujours. C'est passé une seule fois et je vais pas faire de ça une croyance limitante pour me limiter. Alors par contre, ça dit, on sait qu'on a toujours un esprit contrariant. Si là, je me dis, allez, je vais agir afin de penser, et puis il s'avère que c'est un échec, et voilà, on est dans la culpabilité, on se dit, mais non, j'aurais dû penser avant d'agir. Non, je vais dire quelque chose. Je suis prête à payer de l'argent pour dire que si tu oses à faire quelque chose pour te construire positif, tu vas jamais avoir de regrets. Parce qu'au moins, tu aurais appris un truc que tu ne savais pas avant. Donc, c'est comme moi, par exemple. Je suis en Guyane et je ne suis jamais allée, disons, ce n'est pas le cas, mais disons que je ne suis jamais allée seule à Saint-Laurent. Ah, je vais aller toute seule ce week-end, je vais voir. Et je me perds et j'arrive, je ne sais pas, à l'Oyapock. J'ai pris la mauvaise direction. Bon, au moins, j'aurais appris comment aller à l'Oyapock. Avant ça, je ne pouvais pas me déplacer à Orcayenne. Il y a toujours un apprentissage. Donc, quand tu es dans l'optique développement, oser à te donner les doigts à l'erreur, tu vas toujours apprendre et jamais regretter un truc. Mais après, regretter de temps en temps, oui, tu peux regretter, oh, pourquoi j'ai pas pris les plats de poisson, il est tellement bon et j'ai pris de la viande, ah non, les poissons, ça aurait été mieux. La prochaine fois, tu vas prendre le poisson, c'est pas grave en fait. Tu es toujours en train d'apprendre. Quand tu associes les erreurs avec l'apprentissage, donc voilà la signification, tu vas jamais avoir peur d'essayer. C'est ça. Apprends l'école de la vie. L'école de la vie, elle t'apprend des choses tout le temps. Jamais elle est là pour te coincer, elle est là pour te faire évoluer. Voilà, parce qu'à l'inverse des personnes qui pensent tout le temps, qui pensent beaucoup avant d'agir, on regardait un petit peu ce matin, ce sont des personnes qui justement ne vont parfois jamais passer à l'acte. Non, ils sont elles ne vont rien faire parce qu'elles vont toujours dans la sécurité. Dans la sécurité imaginaire de leur petite tête. Et ils sont en train de s'empêcher de vivre tellement des expériences de la vie. On passe à côté de la vie, à la haie de sa folie. Donc c'est le juste milieu. C'est le juste milieu parce que il faut une certaine sécurité quand on se lance dans les choses. C'est aussi important de réfléchir. Par exemple, quelqu'un qui va se dire, ah oui, j'ai envie de faire un projet d'autres entrepreneurs pour faire des pots pour les enfants bio. Oui, et toi, un salaire qui te paye ton toit chaque mois. Tu vas pas non plus aller aujourd'hui donner ta lettre de licenciement pour aller faire tes petits pots. Non, tu vas étudier le marché, tu vas faire quelque chose réfléchi, mais en sachant que ta petite voix qui dit « Ah non, ça va pas marcher », tu vas pas l'écouter. Tu vas suivre ton processus comme si tu vas réussir. Et c'est ça aussi, littéralement, agir avant de penser. Agir, c'est pas bon, c'est se préparer. Prépare-toi pour cette grande victoire. Fais un pas aujourd'hui. Un pas, même si c'est pas 1000 pas, un pas aujourd'hui vers ta nouvelle vie, vers ce que tu veux, vers ce que tu veux changer. C'est une forme, ça dit là aussi, d'outils dont on parle assez souvent, de visualisation. Tout à fait, oui, c'est préparer pour le mieux et toujours savoir que ça va nous apporter des apprentissages. Et le ressentir. Ressentir ce qu'on a envie d'être. Et il y a quelque chose de puissant dans ce ressentir d'être, de ce qu'on veut être, parce que derrière chaque objectif, c'est ce chemin de ce que je devienne qui est très important et puissant. Et il y a cette idée que quelle signification je vais donner aux obstacles entre moi et mon objectif. C'est quoi? Pour moi, j'adore les obstacles. Ah oui. Dans les obstacles, c'est là où je brille. Hein? Shining bright like a diamond. Clean d'œil, non? Bon. Quand je suis devant un obstacle, je me regarde, je rentre en moi et je me dis, voilà obstacle, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Parce que de toute façon, tu vas m'amener encore mieux à mon objectif. Pour moi, chaque obstacle est un escalon de mon escalier qui m'amène à mon objectif. Ça peut être dans ma relation des couples, ma relation avec mes enfants, dans ma relation avec mes pères, dans un projet, ma relation dans tout. Je vais toujours voir les obstacles
comme des opportunités pour mieux cerner, mieux intégrer et mieux arriver à mon objectif. Et après que j'arrive, que je me dis, il y a eu 10 obstacles, c'est génial ça. Voilà. C'est même mieux qu'avoir réussi l'objectif. Exactement. C'est le chemin qui compte. Oui, Et tous les obstacles qu'on va rencontrer. c'est beau, hein? Et ces obstacles qui ont une beauté cachée. On n'oublie